Alors moi, il y a deux portes d'entrée, je dirais. C'est le résultat d'un parcours à la fois personnel et professionnel. D'un point de vue personnel, mon histoire familiale, elle est, comme beaucoup d'histoires familiales de françaises et de Français, liée à l'héritage colonial et esclavagiste. Mon père est italo-tunisien, donc il est né à Tunis à la fin des années 50, au moment où la Tunisie était alors un protectorat français. Mais sa famille en fait vient de Sicile, donc ce sont ce qu'on appelle des Italo-tunisiens, donc des Siciliens et Siciliennes qui ont quitté la Sicile à la fin du 19e pour s'installer en France. Voilà, donc déjà il y a ce premier point. Et puis ensuite, le père de plusieurs de mes neveux et nièces est antillais. Donc eux, ils sont antillais et antillaises aussi, enfin, ils ont cet héritage-là. Donc dans ma famille, en fait, on a un peu une sorte d'échantillon d'une partie de cet héritage, voilà, de l'histoire coloniale, de l'histoire esclavagiste française qui a constitué l'histoire de France. Donc ça, c'est un premier point, je pense, qui m'a amené à m'intéresser à ces questions-là, en tout cas à y être sensibilisé. Et ensuite, dans un second temps, j'ai travaillé pendant 8 ans au musée du Quai Branly, donc entre 2012 et 2019, où j'étais chef de projet éditorial. Et là, j'étais en charge notamment des réseaux sociaux et du site web. Et une partie de mon travail consistait à recueillir la parole des publics sur les réseaux sociaux. Et j'avais des demandes, enfin, les publics nous interpellaient sur la question de l'histoire des collections. Donc il y avait une exigence de transparence plus importante sur l'histoire des collections. Il y avait également une demande au niveau de la question des restitutions, d'ailleurs même la question des restitutions des collections, principalement des collections africaines, par des personnes afrodescendantes souvent, donc qui nous interpellaient sur les réseaux sociaux, et ce, avant même, avant le discours de Ouagadougou en 2017 d'Emmanuel Macron, et avant le rapport Sarsaoua en 2018 sur la question des restitutions. Donc ça, c'est un peu voilà, les prémices, quelque part, ce qui m'a amené à m'intéresser à ces questions-là, c'est globalement cet élément-là. Le dernier point, qui est un point aussi personnel d'ailleurs, mais qui recoupe également, c'est que moi je fais partie de la communauté LGBT et ça a constitué aussi une part de mon expérience en tant que visiteur et en tant que professionnel aussi de musée. C'est-à-dire, je pars aussi de mon propre point de vue. Voilà. Alors, le principe de l'infolettre, donc la botte de Champollion, c'est un projet que j'ai lancé en 2022, en septembre 2022. Il répond à un besoin qu'il y avait, enfin qu'il y a toujours d'ailleurs, d'information et de diffusion de l'information autour des questions donc, de l'héritage colonial et esclavagiste. J'avais observé qu'il n'y a pas vraiment de ressources en français. Il y a quelques ressources en anglais qui existent. Et alors évidemment, ces dernières années, les médias, les grand public, je dirais, enfin, mainstream, Le Monde, Le Guardian, Le Quotidien, le New York Times commence à s'y intéresser. Les médias spécialisés aussi, comme par exemple, je pensais au Quotidien de l'Art, ou de The Art Newspaper, enfin voilà, les médias un peu spécialisés commencent à s'intéresser à ces questions-là. Mais il n'y a pas, en tout cas à ma connaissance, je ne connais pas de canal d'information qui soit exclusivement dédié à ce sujet-là. Donc pour moi, c'était l'objet de ce projet, c'est de répondre à cette demande-là. Et cette demande-là, globalement, de ce que j'ai pu en constaté jusqu'à présent, il y a un vrai besoin. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de retours de professionnels qui me remercient de ce travail de veille que je fais, parce que elles et ils n'ont pas forcément le temps de le faire de leur côté, et parce que ce travail-là donc vient compléter en fait et vient nourrir leur réflexion. Je publie normalement deux épisodes, enfin 2 numéros par mois, donc toutes les 2 semaines, il y a un numéro qui est publié, en alternant 2 formats, un format qui va être plutôt consacré à l'actualité du secteur, donc à la sortie de parution d'ouvrages par exemple, des films ou des podcasts qui peuvent être diffusés, évidemment des expositions, tout ce qui est colloques, manifestations scientifiques, conférences, rencontres sur le sujet, donc une partie agenda je dirais. Toute la partie qui concerne également l'emploi, donc avec des offres d'emploi qui sont ouvertes. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'emplois qui ouvrent sur les recherches de provenance. Beaucoup de musées, enfin de plus en plus de musées ouvrent des postes sur ces questions-là. Donc il y a une actualité aussi. Voilà, les stages, les bourses de recherche aussi d'ailleurs dans le secteur sur le sujet. Et le deuxième format donc, que je publie en alternance, c'est un format qui, lui, concerne plutôt les ressources. C'est-à-dire que là, je vais interviewer des professionnels, des chercheuses et des chercheurs, des activistes, sur les questions donc, de l'héritage colonial et esclavagiste des musées, puis plus généralement sur l'ensemble des autres sujets qui vont être des sujets connexes, sur les questions du racisme notamment, sur la question
de la diversité, des questions d'inclusion, d'accessibilité dans les établissements. Et puis forcément aussi tous les enjeux autour de la décolonisation et l'autochtonisation des musées, qui sont un peu les deux versants d'une même démarche. Donc je suis Marion Bertin. J'ai soutenu une thèse en 2021 sur la thématique des circulations d'objets océaniens dans les collections privées et publiques entre 1980 et 2020. Et c'est vraiment par ce prisme-là et par mes recherches de thèse que j'ai commencé à m'intéresser aux héritages coloniaux, plus particulièrement, qui sont un peu un versant assez naturel quand on s'intéresse à l'histoire culturelle, à l'histoire politique en Océanie et à l'histoire des collections océaniennes, qu'elles circulent sur le marché de l'art ou qu'elles soient aujourd'hui conservées dans des musées en France, mais aussi à travers le monde. Et donc c'est vraiment par le biais de mes recherches qu'aujourd'hui encore je continue à travailler sur ces questions-là, plus particulièrement pour l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Je pense qu'il est déjà important un peu de resituer quel est ce projet de glossaire. C'est un glossaire de 12 notions qui sont liées à l'étude des collections dites coloniales, à la fois donc pour les aborder sous l'angle du marché de l'art, sous l'angle de la gentilité, des réactivations qui sont organisées dans certains musées, ou des interventions d'artistes, par exemple, pour ne citer que quelques notices qui sont intégrées à ce glossaire. Le projet initial, c'était de fournir quelques clés de méthode et quelques outils autour de ces concepts qui sont souvent mobilisés, mais aussi de faire un état des lieux des recherches qui ont été menées sur ces différentes thématiques. Après un constat, en fait, à l'issue d'un séminaire et d'un atelier doctoral qui était organisé par Felicity Bodenstein, Anna Sederer, Margareta von Oswald et Damiana Otoyou, sur la question des héritages coloniaux dans les musées, qui a eu lieu entre 2017 et 2020, qui était un des... peut-être pas le premier, mais en tout cas, à l'époque, qui avait vraiment été un espace de discussion et de partage d'expériences pour des jeunes chercheurs et des jeunes chercheuses, dont je faisais partie, sur ces questions avec lesquelles on avait un peu de mal encore on avait beaucoup de mal à manipuler, en fait, quand on était encore pas très aguerri dans le milieu et qui n'était pas encore très travaillé, finalement, dans le milieu universitaire et muséal en France à l'époque. Ce séminaire et ces discussions, elles ont vraiment nourri le projet de glossaire. Il y a plusieurs personnes qui sont intervenues dans le séminaire ou dans l'atelier doctoral, qui ont participé, qui ont rédigé des notices pour le glossaire. Et le co-éditeur qui partage avec moi la direction, Martin Walbrook, faisait justement aussi partie de tous ces ateliers et ces espaces. Donc l'idée, c'était vraiment de faire un premier état des lieux de ce qui existait, principalement en langue française et en langue anglaise, du fait des langues qui sont parlées par les auteurs et les autrices. Maintenant, l'importance, elle reste à démontrer maintenant que l'ouvrage va paraître. C'est toute l'appropriation qui va être faite de cet ouvrage, qu'il soit lu, qu'il soit mobilisé par des étudiants et des étudiantes, qui sont la première cible qui était envisagée, mais aussi par des professionnels du monde des musées ou du milieu culturel, que ce soit en France, mais aussi sur tous les continents. Et on a notamment déjà commencé à discuter de certaines notions avec des représentants et des représentants, des représentantes, ainsi que des étudiants et étudiantes de l'école du patrimoine africain à Porto Novo, puisque pour moi l'enjeu, et pour Martin et moi plus globalement, il est aussi que ces notions elles circulent et qu'elles soient réemployées, critiquées, amplifiées d'une certaine manière par d'autres points de vue des 5 continents.
Alors moi, ce qui me semble intéressant, c'est que en tant que consultant indépendant, journaliste et enseignant, un peu mes trois casquettes aujourd'hui, je peux apporter un regard extérieur, de fait, aux institutions. Et je crois qu'il y a en fait, notre place en tant qu'extérieur nous permet d'apporter des choses que les professionnels dans une institution peuvent peut-être avoir plus de mal à voir en faisant juste un pas de côté quelque part, et on peut être amené à pointer des éléments, à les faire, à les mettre sur des pistes qui apportent un point de vue un peu décalé. Et le deuxième point aussi là-dessus, c'est que moi, j'ai également la possibilité, comme je le disais au début de notre échange, de faire cette veille à laquelle je consacre beaucoup de mon temps. L'année dernière, j'ai eu la possibilité de de me déplacer à plusieurs reprises et de faire deux gros voyages, un donc en Amérique du Nord et un dans le Pacifique, qui m'ont tous les deux amené rien déjà simplement à voir de moi-même, à expérimenter les expositions, les dispositifs de médiation, la communication, à rencontrer aussi des professionnels de musique que j'ai pu interviewer avec certaines publications dans ma newsletter ou ailleurs d'ailleurs. Mais voilà, ça permet en fait, cette place-là que j'ai à l'extérieur d'une institution me permet d'apporter tous ces éléments-là que une personne dans un musée, elle ne va pas avoir ni le temps de traiter, ni cette vision-là, en fait. Parce que de fait, elle aura évidemment que la vision de ce sur quoi elle traite. Donc, elle aura une connaissance très exhaustive des sujets sur lesquels elle travaille, d'une exposition, un dispositif de médiation qu'elle sera amenée à développer, d'un dispositif de popularisation, de vulgarisation scientifique, voilà, quel qu'il soit. Mais elle n'aura pas cette vision plus large. Moi, c'est ce que je crois que je peux apporter. Premièrement, je pense que les musées ne sont pas déconnectés de la société dans laquelle ils sont établis et que les musées, du coup, doivent aussi travailler avec tout un tas d'autres personnalités, que ce soit des enseignants-chercheurs, des consultants ou différents types d'acteurs et d'actrices qui interagissent avec ces institutions. Je collabore en ce moment avec plusieurs institutions, le Muséum d'histoire naturelle de Toulouse et le Musée des Beaux-Arts d'Angoulême, autour de l'histoire de l'inventaire du patrimoine kanak dispersé. Ce sont des recherches que ces établissements n'ont pas la possibilité de mener en interne. De mon côté, j'ai la possibilité justement de pouvoir redocumenter certaines de leurs collections et d'apporter aussi d'autres points de vue sur ce qui se fait. Mais aussi de pouvoir dialoguer avec différents musées et parfois de pouvoir faire connaître des choses que tu fais beaucoup aussi, enfin, ce qui est un des gros enjeux de ton travail avec la botte de Champollion. Ça permet vraiment de visibiliser certaines actions qui sont mises en œuvre. Je pense que notre position d'extérieur aussi, elle permet, et notre capacité à dialoguer avec plusieurs institutions permet de faire connaître aussi certains programmes, certains projets, et d'aller dans un sens, d'aller dans le sens de la dynamique. Un des aspects aussi qui est assez très conséquent dans la place à laquelle je me vois à l'extérieur du musée, c'est aussi toute l'importance de la formation. Je suis enseignante-chercheuse en muséologie, donc la formation des équipes de demain, elle est fondamentale dans toute la manière dont je conçois ma position actuelle. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today. En ce qui concerne les enjeux de représentation, il me semble qu'il faut s'attacher surtout à la question de la visibilité et même plutôt de l'invisibilisation de plusieurs populations. C'est-à-dire que la question pour moi aujourd'hui, elle se pose autour de la place qu'on va apporter à des personnes dont on n'a pas forcément raconté l'histoire ou auxquelles on a accordé une place secondaire dans la manière dont on a raconté l'histoire jusqu'à présent. Si je vous donne un exemple que je pense qui me semble plutôt pertinent, au American Museum of Natural History à New York, il y a des dioramas. Donc ce musée-là est très connu pour des dioramas, et notamment il y a un diorama qui raconte la rencontre entre Peter Stuyvesant, qui est l'un des fondateurs de New Amsterdam avant que ce soit New York, et les populations Lenape, qui sont les populations autochtones Native American de la presqu'île de Manhattan.
Et le musée a choisi de faire un décryptage de ce diorama en nous expliquant à la fois comment, en remettant en fait du contexte, et en nous expliquant comment, quand il a été produit à la fin des années 30, en 1939 si j'ai bonne mémoire, il représentait aussi une partie de l'idée qu'on avait, des idées qu'on se faisait à l'époque. Et on voit en fait sur ce diorama que les populations autochtones sont représentées de manière grossière. Leurs visages sont quasiment tous identiques, leurs costumes sont grossiers et sont absolument pas fidèles à ce qui est le cas aujourd'hui, à ce qu'on sait aujourd'hui être le cas. Alors qu'à l'inverse, les Peter Stuyvesant, alors qui ne sont pas encore des Américains, pour le coup ils sont néerlandais, eux sont représentés avec force détail et une grande précision historique en termes de costumes, d'attitude, etc. On a également, le diorama explique aussi, les commentaires qui ont été rajoutés par le musée récemment sur le diorama, donc c'est une partie de cartels, des informations textuelles, des stickers qui ont été rajoutés sur la vitre, qui attirent notre attention sur certains éléments de l'architecture, sur l'absence des femmes par exemple aussi. On a uniquement une scène avec exclusivement des hommes, aussi bien du côté des Lénape que du côté des Néerlandais. Donc voilà, moi je pense que cette question-là en fait de représentation, pour moi en tout cas c'est comme ça que je me la pose, c'est cette question de l'invisibilisation jusqu'à présent et de la possibilité aujourd'hui d'apporter davantage de visibilité à des populations ou à des catégories de populations, à des catégories, même quelque part ça rentre aussi en écho à des catégories publiques aussi, qui ne se retrouvent pas dans l'histoire telle qu'elle est racontée jusqu'à présent ou telle qu'elle est racontée dans beaucoup de musées encore aujourd'hui. Si je peux rebondir justement sur ces questions, je pense qu'effectivement, tu as raison, il y a cet aspect de la visibilité, de l'invisibilisation, des discours dominants et d'autres voix qui sont minorisées et qui n'apparaissent pas dans les textes, que ce soit dans les cartels, dans les mises en scène, dans la mise en espace des musées, dans les collections représentées aussi parfois, et dans ce qui est exposé ou non. Mais je pense que il y a la question de la représentation, du coup, elle se pose, et tu l'as souligné à la fin de ton intervention, elle se pose finalement de deux manières, à la fois la question de la représentation pour les autres et de la visibilité, mais aussi l'enjeu pour les publics d'avoir un enjeu de reconnaissance et de pouvoir reconnaître un discours auquel on peut s'identifier, une mise en espace à laquelle on peut s'identifier, qui est vraiment essentiel et qui pour le moment reste quand même très majoritairement cis-het, avec un discours hérité de l'Europe naturaliste, et qui du coup amène effectivement à ce que les publics principaux et les publics qui se reconnaissent dans l'espace muséal restent forcément aussi d'une certaine manière à se reconnaître dans cette modalité de construction de discours. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Je pense qu'il y a différents aspects derrière cette question. Il y a évidemment des termes qui sont extrêmement sensibles à connotation raciste et très péjorative qui ont pu être employés à différentes époques et où il est évidemment extrêmement important de ne pas reproduire une violence épistémologique en les employant. Donc il y a cet aspect-là qui me semble essentiel à mentionner en premier lieu. Mais en second lieu, et on le voit sur l'étude de des héritages coloniaux, les notions et les mots, les termes, la terminologie, le vocabulaire qu'on emploie évoluent beaucoup dans le temps, mais aussi dans l'espace. Et donc, plusieurs disciplines peuvent avoir différents vocabulaires pour une même chose. Il est parfois difficile de trouver un terme qui soit adéquat. Un exemple assez flagrant, c'est l'emploi du terme collection non européenne, qui finalement définit par la négative un certain type de collection, dont la dénomination ne cesse d'évoluer depuis la fin du XVIIIe siècle. Ça témoigne vraiment d'une histoire culturelle, d'une histoire politique, d'une histoire des musées, au fond aussi, de comprendre toute l'évolution de ces terminologies et donc de pouvoir les réancrer dans leur espace-temps
me semble à ce titre assez essentiel. Je pense que ça dépend aussi, en effet, comme tu l'as dit, hein, de secteur professionnel également, de discipline. Par exemple, moi je le vois beaucoup avec le marché de l'art. Ouais. Le terme art tribal continue d'être utilisé dans le marché de l'art. Tout à fait. Alors que je pense que dans les musées d'ethno, c'est absolument, et même dans l'espace muséal, quasiment, on ne l'utilise plus en fait. Et ça pose vraiment question. Et comme tu le disais aussi, il y a des questions d'espace géographique. Par exemple, en Amérique du Nord, on ne peut pas utiliser le terme indien ou même amérindien. Les francophones d'Amérique du Nord n'utilisent pas ces termes-là. Alors qu'en France, on continue de le voir et beaucoup de gens ne sont pas choqués ou surpris par le terme indien ou amérindien. Alors que les populations autochtones d'Amérique du Nord rejettent ce terme-là. Elles veulent au contraire qu'on utilise soit leur nom spécifique, le nom de leur groupe, soit d'autres mots comme justement autochtone par exemple, Native Americans pour ce qui est de l'anglais, Première Nation comme on le dit parfois au Québec. Et voilà, donc ça pose clairement cette question. Oui, tout à fait. Et puis ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur les questions de décolonisation, autochtonisation. Finalement, il y a certains termes qui, dans un milieu géographique ou dans un milieu professionnel ou disciplinaire, va être considéré comme normal. Dans d'autres cas, d'autres termes vont être privilégiés, notamment celui d'autochtonisation dans des anciennes colonies de peuplement, par exemple, qui le Canada, les États-Unis ou l'Australie, Aotearoa, Nouvelle-Zélande, privilégient ce terme en raison de leur histoire coloniale spécifique et d'une autre manière de repenser la manière dont on pense les héritages coloniaux aussi, en ajoutant des voix et non pas en retirant des choses. Manier les concepts, les termes et le vocabulaire en les contextualisant et avec rigueur, c'est aussi permettre vraiment de montrer toute la complexité finalement de ces questions qu'on emploie souvent sous le terme d'héritage colonial, mais qui peut être abordé sous de multiples facettes d'un milieu à l'autre. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Ces questions, elles sont propres à chaque lieu, c'est-à-dire non seulement chaque pays, mais aussi chaque musée qui a sa propre histoire, son propre projet scientifique et culturel, ses propres publics, et qui doit du coup vraiment s'appuyer sur ces aspects-là pour pouvoir construire des pistes qui leur soient propres. Chaque musée a aussi ses propres collections qui ont du coup des histoires différentes d'un objet à un autre, d'un item à un autre. Définir une piste générale qui puisse être mobilisée par tous les musées me semble assez complexe. Peut-être que la première piste serait du coup de se pencher justement sur la manière dont chaque musée peut se saisir de cette question et d'avoir la volonté de s'appuyer sur ce cas par cas plutôt que d'essayer de reproduire forcément ce qui a été fait à côté, qui va pas forcément être pertinent dans un espace ou dans un autre. Je te rejoins complètement sur la question de l'adaptation, enfin la nécessaire adaptation par établissement, parce que comme tu l'as dit, les musées ont des histoires, l'histoire de leur collection est différente, l'histoire institutionnelle qui varie forcément. Cela étant, moi je pourrais proposer peut-être 2 ou 3 pistes, parmi lesquelles je pense que la question de la réflexivité, l'effort de réflexivité dont les musées peuvent faire preuve dans justement le traitement de leur histoire me semble important. Par exemple, je pense à l'exemple du Tropenmuseum. Il y a un espace qui est consacré à raconter l'histoire de l'institution et qui le raconte à travers des vitrines, à travers un accrochage c'est pas très grand, c'est une pièce de taille moyenne, sur laquelle on a 2-3 vitrines avec des objets, et puis on a une FAQ sur les murs qui permet d'aborder en fait les questions un peu qui fâchent entre guillemets, la question des restitutions notamment, la question des conditions d'acquisition des collections, dans quelle mesure, de quelle manière elles sont arrivées dans les collections. Donc ça, pour moi c'est un exemple auquel je pense et qui me semble important d'aborder. Et pour le coup, c'est un exemple où j'ai l'impression, en tout cas moi dans ma veille, je l'ai vu beaucoup à l'international et pas tant que ça en France en tout cas. J'ai l'impression que les musées français ont un peu plus de mal, sans faire de French bashing, mais j'ai l'impression que les musées français ont quand même un peu plus de mal à raconter leur propre histoire institutionnelle. La démarche potentiellement de reconnaître cet héritage colonial, c'est de dire, eh bien voilà, le musée a ouvert en 1753, par exemple, pour le British. Globalement, une bonne partie des musées, des gros musées européens qui sont très prestigieux aujourd'hui, ont ouvert sur le courant du 18e, début du 19e.
Et le fait de pouvoir dire, voilà, on sait que l'ouverture du musée, la création des collections, l'initiative vraiment de la constitution des collections, elle a un ancrage dans un empire colonial. Et par exemple, voilà, pour le Rijksmuseum, par exemple, à Amsterdam, peut le raconter aussi en disant, bon, bah, à ce moment-là, les Pays-Bas sont un des grands empires coloniaux, on a des comptoirs un peu partout dans le monde, bah, les objets, ils viennent pas, ils arrivent pas par magie, en fait, ils viennent dans un contexte spécifique. Donc reconnaître cette partie-là, je pense que c'est une première étape. Il me semble important de voir la question de la contextualisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, on a tendance, surtout dans les musées de beaux-arts, les musées d'art décoratif, à raconter une histoire de l'art qui se contente d'être une histoire des styles et qui, en fait, va s'extraire du contexte économique, du contexte historique, du contexte social, même du contexte politique dans lequel les objets ont été produits et dans lequel les objets sont arrivés dans les collections. Et ça, pour moi, c'est un véritable enjeu aujourd'hui. Il me semble, encore une fois, que les musées de société et d'histoire, de par leur nature, de par la nature de leur collection, vont avoir plus de facilité à raconter ça. Mais dans les musées de beaux-arts, dans les musées d'art, de manière générale, ça, c'est un peu plus délicat. On a plus de mal à le faire. Pourtant, je pense il y a des exemples positifs. Je pense notamment au Brooklyn Museum, donc comme son nom l'indique, qui est à Brooklyn, donc à New York, et qui est un musée dont les collections sont en très grande majorité des collections d'art, qui a aussi quelques collections dites ethnographiques et notamment des collections, entre autres des collections d'égyptologie. Et c'est un musée dans lequel il y a vraiment un soin qui a été accordé à la description du contexte et à rappeler les enjeux historiques et sociaux dans lesquels ont été produites les œuvres. Par exemple, je pense à deux portraits de George Washington, dans lesquels dans le cartel qui les accompagne, rappelle que George Washington, avant d'être le premier président des États-Unis et même pendant sa mandature, a possédé des esclaves. Et je pense que ça, c'est un élément qui permet de comprendre en fait le contexte. George Washington est perçu très positivement comme étant un des pères fondateurs, et notamment donc encore une fois le premier président des États-Unis. Et il me semble qu'en tout cas cet exemple-là montre bien qu'il est important, chaque fois que c'est pertinent, d'expliquer le contexte, encore une fois, dans lequel les œuvres ont été produites. Sur ces questions, je pense qu'il y a aussi une des pistes, me semble, la formation des professionnels du milieu culturel et muséal, qui sont pour beaucoup pas du tout au fait en fait sur ces questions qui leur semblent anecdotiques. Mais ça, je pense que une formation plus qui soit inscrite au sein de l'Institut national du patrimoine, mais aussi dans les cursus universitaires, plus globalement en histoire de l'art ou en muséologie ou en histoire culturelle et toutes les disciplines qui mènent ensuite au monde des musées, qui sont extrêmement nombreuses aussi. Ça me semble un des premiers points pour sensibiliser davantage, puisque parfois c'est aussi par manque de connaissances, de formation, ou alors, et là c'était ce qui me semble une des vraies difficultés, tu mentionnais beaucoup de gros musées finalement qui ont un budget de fonctionnement et une équipe qui permet de mener des projets de fond. Mais ça, je pense que c'est une des réelles difficultés finalement dans les institutions qui sont extrêmement diverses aussi, qui n'ont pas forcément les équipes nécessaires pour travailler à fond sur l'histoire, sur leur propre histoire, et qui parfois peuvent être bloquées aussi à des niveaux politiques. Je pense par exemple à des institutions territoriales qui sont très très proches du politique et qui ne vont pas avoir forcément la possibilité de le faire. But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Je pense déjà qu'il y a une distinction à faire entre le débat médiatique et la place que prennent ces questions aujourd'hui dans les institutions, mais aussi au sein de la société civile et au sein du politique. Et de l'autre côté, ce qui se fait dans les musées depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies, et comment ces questions peuvent être déjà mobilisées ou en tout cas pensées dans certains cas. Pour revenir plus particulièrement sur mes recherches, je travaille sur les collections océaniennes
Et il y a eu déjà plusieurs restitutions, notamment de restes humains, les Toimoko Maori notamment, dès 2012, ce qui paraît assez tard par rapport à d'autres pays ou d'autres régions du monde. Mais je veux dire par là qu'il y a des questions qui se sont posées et c'est pas, il y a eu une véritable recherche depuis les années 1980 sur l'histoire des collections pour essayer de et des contacts qui sont noués avec des communautés sources en Océanie qui permettent justement ensuite de pouvoir enclencher ce type de démarche. Donc là aussi, ça dépend vraiment des types de collections, mais aussi des origines géographiques les débats ne sont pas les mêmes pour toutes les régions. À l'inverse, on voit qu'aujourd'hui, c'est plus particulièrement les biens culturels d'Afrique subsaharienne qui sont concernés dans les débats en France, en laissant de côté toutes les autres anciennes ou anciennes colonies françaises, ou qui pour certaines sont toujours reliées à la France sous des régimes de départements, de collectivités ou de territoires d'outre-mer. Ces espaces-là sont pour le moment laissés en marge des questions. Donc, il y a plusieurs portes d'entrée finalement sur la manière dont sont traitées ces questions aujourd'hui. Et oui, ce qui est délicat également, c'est que il y a, je dirais, deux modalités principales dans lesquelles les restitutions peuvent s'aborder. Dans les pays anciennement colonisateurs, on a une dynamique avec des demandes qui peuvent émerger de pays dits du Sud global, qui sont donc les anciennes colonies, qui veulent récupérer du patrimoine qui leur a été volé, enfin en tout cas qui a été pris à un certain moment de l'histoire, qui nous lie, voilà. Là, ici, comme nous le disait Marion, entre la France et l'Afrique, par exemple, c'est une grosse partie de ça. Mais après, vous avez aussi d'autres demandes qui vont s'établir à l'intérieur d'un même pays. En Amérique du Nord, par exemple, ou dans une bonne partie des pays du Pacifique, enfin, dans une certaine partie du Pacifique, en Australie, par exemple, les demandes, elles vont être aussi entre l'État du pays lui-même et les communautés qui vivent toujours sur ce territoire. Donc les modalités ne sont pas forcément les mêmes entre, d'un côté, des demandes qui vont être internationales. Par exemple, on peut prendre l'exemple entre la France et le Bénin pour la restitution des 26 pièces qui ont été rendues au Bénin en 2021, si j'ai bonne mémoire, alors que voilà, à l'intérieur très régulièrement, enfin toutes les semaines, en Amérique du Nord, le gouvernement des États-Unis rend des objets ou des restes humains à des populations autochtones de son territoire. Je pense aussi qu'elles sont aussi quelque part un bon signe, enfin un signe plutôt de bonne santé, entre guillemets, du débat. Ça veut dire qu'on arrive enfin à aborder ces questions-là. Moi, encore une fois, comme je le disais, j'ai travaillé au Quai Branly avant les années 2020. Et quand la question des restitutions émergeait, quand on interpellait le musée sur les réseaux sociaux à propos de ça, moi, la réponse qui m'a été donnée par ma hiérarchie, c'était ça n'existe pas, c'est réglé, on en a déjà parlé à l'ouverture du musée, c'est pas un sujet, c'est pas un sujet, littéralement. Et je n'avais même pas le droit de répondre. On n'avait pas. Moi, j'ai proposé qu'on crée des éléments de langage qui auraient été ce qu'ils auraient été, mais qui auraient permis d'apporter des éléments de réponse en fait au public. Et là, en fait, on renvoyait au public une forme de mépris quelque part. On leur disait ça n'existe pas. Donc, par rapport à votre question, moi, je pense que ce qui me semble important à dire, c'est que au moins maintenant, les questions se posent. Voilà. La loi cadre qui a été proposée par Rima Abdul-Malak l'année dernière, avant le changement de ministère, elle pose quand même ces questions-là. Après, bon, il y a des enjeux juridiques, évidemment, il y a des enjeux aussi institutionnels, il y a des enjeux politiques, il y a des enjeux géopolitiques, comme on vient de le dire, mais au moins on aborde enfin la question. Aussi le voir entre la France et la législation française, et la question de l'inaliénabilité des collections, qui ne se pose pas en ces termes d'ailleurs. Donc, moi, je suis pas en train de dire qu'il faut renoncer à l'inaliénabilité parce qu'elle protège le patrimoine et elle nous a permis justement de le protéger clairement. Et tout objet qui rentre dans les collections françaises nous appartient à tous et à toutes en tant que citoyennes et citoyens. Et il est soumis à la protection, même si dans les faits, on sait que la protection elle est plutôt relative. Hein. Certaines structures aujourd'hui n'ont plus les moyens ou ont des problèmes à entretenir leur patrimoine, donc ça c'est une vraie question. Mais il faut bien voir que voilà, à l'international, les choses se pensent aussi différemment. Dans l'espace Amérique du Nord, on pense les choses différemment. Même ne serait-ce qu'en Grande-Bretagne, on pense les choses aussi différemment parce que il n'y a pas cette question d'inaliénabilité. Et les objets peuvent sortir, rentrer des musées.
la possibilité de prendre la parole sur ces questions et la visibilité de ces questions aujourd'hui, elle est plus du tout la même depuis 2017. Et ça a permis quand même, au-delà effectivement de la question polémique, beaucoup plus de financement aussi sur ces questions, une visibilisation des recherches qui ont été menées par le passé, parfois depuis plusieurs décennies, sur la création de postes, la création de postes. Diplômes aussi. Ouais, absolument. Par contre, une des questions que je me pose en lien avec tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est véritablement en train de mener un véritable réexamen de l'histoire coloniale en France, ou est-ce que finalement on maquille certains aspects et on en privilégie certains au détriment de beaucoup de questions sur l'histoire coloniale en Asie ou dans les Caraïbes. La question telle qu'elle est aujourd'hui visibilisée davantage dans les lois cadres, dans les textes et au niveau politique, elle privilégie quand même largement l'Afrique subsaharienne et beaucoup moins d'autres territoires. La question justement de possibilité de restitution entre des territoires d'outre-mer ou entre la France hexagonale ou des territoires d'outre-mer a été posée lors des discussions sur le projet de loi cadre dont tu parlais tout à l'heure, mais aussi la possibilité pour des territoires d'outre-mer d'effectuer des demandes en leur nom, sans passer par la France hexagonale et donc l'ancienne métropole. Donc ça repose finalement encore beaucoup de questions d'enjeux de pouvoir qui sont loin d'être réglés. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today. Sur la question de l'inclusion de perspectives des communautés concernées dans la narration et dans l'interprétation des héritages coloniaux et esclavagistes, mais aussi du coup des collections, je pense qu'une des clés de base, c'est de travailler de manière collective et collaborative, d'accepter que ces collections ne sont pas la propriété exclusive d'un musée ou d'un État, mais qu'elles ont aussi des attaches culturelles, enfin que des personnes ont des attaches culturelles avec ces collections qui sont souvent pensées comme étant des membres de la famille ou des ancêtres, dans le Pacifique par exemple. Ce qui permet du coup de multiplier les points de vue, comme on a pu le dire. Une dernière chose que j'aimerais ajouter sur la manière dont sont abordées les questions des restitutions aujourd'hui, c'est finalement est-ce qu'elles sont liées à une pensée critique sur l'histoire coloniale française, ou au contraire est-ce qu'on est en train juste de les mobiliser comme nouvel outil diplomatique à l'appui de certaines relations internationales, question qui me semble importante à poser à l'heure actuelle. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind. Alors on a parlé tout à l'heure déjà de la question de la réflexivité, donc avoir adopté une distance critique sur l'histoire de l'institution. Je pense que pour moi c'est vraiment la première étape quand un musée veut s'attaquer à cette question-là, traiter cette question. Le deuxième point, comme je l'ai dit également, c'est la question de la contextualisation, qui encore une fois me semble important. Les œuvres ne naissent pas dans un monde de l'esprit et elles arriveraient comme ça par magie dans les collections. Elles ont un contexte spécifique de constitution. Et moi, je dirais qu'un autre point vraiment important, c'est vraiment le fait d'associer les populations concernées dans la production du discours, du savoir et de la programmation autour d'elles, en fait, quand ça les concerne. Et là, je pense clairement, les exemples les plus proches qu'on peut voir, vraiment pour moi, c'est le MUCEM, avec l'expo VIH-Sida, l'épidémie n'est pas finie, et puis avec l'exposition Barvalo. Dans les deux cas, le MUCEM a travaillé avec un comité d'expertes et d'experts, de personnes concernées. Donc, et dans le cas de l'exposition Barvalo, le MUCEM a travaillé avec les populations romanies. Et donc, un comité d'experts et d'expertes de ces populations-là, de ces différents groupes de populations qui sont un peu partout en Europe, a travaillé pour accompagner les commissaires, dont je crois, il me semble, un ou deux étaient issus de la communauté également, pour pouvoir produire un discours qui soit respectueux et qui soit fidèle à la pensée de cette population.
Et bon, alors c'est un peu plus loin, mais je pense aussi à l'exposition Voix autochtones d'aujourd'hui, au musée McCoy Stewart à Montréal, qui est un musée d'histoire donc de la ville de Montréal, qui a été construite, cette exposition, donc c'est le parcours permanent actuellement. C'est un parcours qui a été produit à partir de 80 entretiens avec des populations autochtones qui viennent des 11, enfin des interviews de populations qui viennent des 11 populations autochtones du Québec, de la province du Québec, et qui là encore permet de présenter le discours d'un point de vue des populations concernées et pas d'une population, enfin, d'un point de vue qui serait surplombant d'un commissaire blanc de culture occidentale qui viendrait regarder les productions culturelles ou la vie quotidienne des autochtones. Donc là, ça c'est un élément important. Et je pense aussi à d'autres expositions, par exemple à Sydney, à l'Australian Museum, ou à Melbourne, au Melbourne Museum, qui sont tous les deux des musées qui ont des collections plutôt à la fois sciences humaines, des collections histoire naturelle et des collections à certains égards de beaux-arts. Donc c'est des très grosses structures un peu qui mélangent plusieurs départements. Et là, véritablement, encore une fois, on est sur des expositions qui sont dites au nous, c'est-à-dire que c'est vraiment une prise de parole du point de vue des populations autochtones qui vont emmener les visiteurs et les visiteuses dans leur mode de pensée, et même dans la construction elle-même des expositions, on voit aussi ce mode de pensée se déployer. Et ça, je pense encore une fois que c'est un élément important à prendre en compte. Il y a comment dire, une sorte de slogan qui est utilisé par les populations, par les activistes handi, qui dit ne faites rien sur nous sans nous. L'objectif, c'est véritablement voilà, de travailler avec les personnes concernées parce qu'elles ont elles savent de quoi elles parlent, elles ont un vécu spécifique, elles ont une histoire spécifique, et le musée doit aujourd'hui, enfin les musées de manière générale aujourd'hui, doivent prendre en compte davantage cette démarche-là, je crois. Pour moi, il y a la question effectivement d'un examen critique sur l'histoire institutionnelle dont on a déjà parlé plus tôt, mais qui doit relier aussi différentes temporalités sur l'histoire, sur cette question institutionnelle, à la fois sur le passé des institutions, mais aussi leur présent et leur futur, et qu'est-ce qu'on va en faire sur un futur plus à différentes échéances. Accepter de se décentrer aussi et reconnaître la connaissance située et le point de vue situé, ça c'est aussi quelque chose qu'on voit très peu dans les musées. Et finalement, les cartels ne sont jamais signés. Il y a une sorte d'écriture qui semble tomber du ciel et qui n'est jamais rattachée véritablement à une personne ou à un groupe de personnes et qui est donnée comme étant de manière très autoritaire. Ça aussi, la question de l'autorité du musée et comment est-ce qu'on peut l'intégrer, mais aussi du coup essayer de la relâcher parfois. Ça me semble important pour éviter d'avoir une voie surplombante muséale qui est encore souvent celle qu'on voit actuellement. J'ai déjà dit la question de multiplier les points de vue parfois même au sein de même cartel. J'ai pas forcément d'exemple là tout de suite, mais il y a des espaces d'exposition qui utilisent différentes voies pour croiser différents points de vue sur un même objet, sur un même événement historique, qui permet vraiment de renforcer la narration et d'éviter de donner qu'un seul point de vue et comme étant le point de vue unique. C'est de penser pas seulement en fait à l'exposition muséale comme étant la seule mission du musée, mais de penser à toutes les autres fonctions du musée qui sont liées aux héritages coloniaux, qui sont liées à la question des mémoires liées à l'esclavage, que ce soit donc la constitution des collections, leur conservation aujourd'hui, en invitant d'autres les communautés concernées par exemple, ce qui est un peu ce qui est une pas toujours, pas vraiment même le cas dans une grande majorité des cas. La restauration, la médiation, mais aussi les financements et les mécénats, toute la gouvernance des musées, qui sont aussi des missions qui sont souvent laissées de côté dans la manière dont on traite ces questions, mais qui sont essentielles aussi. J'ai un exemple qui vient de la New York Historical Society,
qui est un petit musée en fait, enfin qui a, comme son nom l'indique, une société savante en fait, hein, qui a notamment un petit espace qui est à côté de l'American Museum of Natural History, donc, qui souffre un peu de cette mastodon, son voisin mastodon, mais qui est vraiment un chouette espace dans lequel j'avais visité une exposition sur la question du changement climatique et de quelle manière on pouvait l'aborder à travers les collections. Et la conservatrice, enfin la commissaire d'exposition, avait notamment construit une salle que je trouvais vraiment intéressante où elle racontait le peuplement de l'Amérique, enfin ce qu'on appelle la frontière vraiment, qui a été repoussée progressivement aux dépens évidemment des populations autochtones par donc les Américains enfin les États-Unis qui ont progressivement avec le chemin de fer avancé vers l'ouest. Et dans une seule salle, on voit à la fois un très grand tableau, très beau, naturaliste, très classique, qui nous montre cette espèce d'ouest sauvage à conquérir. On voit le tableau d'une femme qui est l'épouse d'un richissime marchand qui s'est enrichi à travers le développement du chemin de fer. Et on a deux pièces qui sont des tableaux contemporains, qui eux, en fait, sont des tableaux qui ont été produits par des Native Americans, qui eux racontent l'envers quelque part de cette vision très idyllique et qui raconte les souffrances des populations qui ont été déplacées, de la constitution des réserves, etc. Et ça, c'est vraiment des productions contemporaines pour le coup, et ça permet d'avoir un éclairage différent et de pouvoir raconter un même fait avec, comme tu l'as dit, hein, le point de vue de ceux qui en ont fait les frais et de ceux qui en ont bénéficié. Mmh.